Voilà, bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous vous trouviez. Merci bienvenue à cette séance d'Internet. On va commencer à parler de lancement des directives opérationnelles et stratégies multisectorielles à dose zéro pour améliorer la vaccination systématique et d'autres résultats pour les enfants. Dans cette séance, on va explorer, dans cette séance, on va explorer et on va pouvoir écouter les panélistes en anglais, français, espagnol et arabe. Pour ce faire, cliquez sur le bas de votre écran. En bas de votre écran, vous allez trouver le globe d'interprétation en bas de votre écran, Zoom, et vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. Voilà, content de savoir qui est là. Donc, si vous pouvez vous présenter dans le chat et dites-nous votre nom, d'où vous venez, et utilisez le chat si vous avez des besoins techniques aussi, hein, parce que je serai là pour vous aider pendant la séance. Alors, si vous avez des questions pendant cette présentation, utilisez le box de Q&A, hein. Évitez d'utiliser le chat pour les questions, mettez-les plutôt dans le box de questions-réponses, hein, Q&A. Ce serait plus facile pour les panélistes donc, de retrouver les questions posées et ça serait vraiment très utile. Ils pourront répondre par la suite. Alors, finalement, la séance est enregistrée et on va partager par la suite les liens pour l'enregistrement et aussi les diapos, hein. Tout va être en ligne, hein, disponible en ligne. Voilà, merci. Et Ibrahim maintenant va nous rejoindre. Merci Alex et bonjour à tout le monde. Bon après-midi, bonsoir. Bienvenue à ce lancement des directives opérationnelles et stratégie multisectorielle à dose zéro, hein, pour améliorer la vaccination systématique et d'autres résultats pour les enfants. Désiré, moi-même et d'autres panélistes des Philippines, hein, et d'autres collègues des bureaux régionaux vont nous rejoindre. On va avoir des vidéos enregistrées aussi et on aura aussi une séance de questions-réponses. Alors, dans ce diapo, voilà, Alex nous a déjà parlé donc de quelques règles de- administratives. Alors maintenant, on va passer à la présentation et l'introduction donc de la séance. Ça va nous prendre à peu près 20 minutes, hein. Et voilà, et on aura accès aux documents de ces guides. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour prendre une photo du code QR, hein. Et ensuite, on aura une discussion avec les panélistes, avec les Philippines, c'est les pays animateurs. Et on aura une vidéo enregistrée. Et ensuite, on aura deux panélistes qui vont animer une discussion. Ça nous prendra à peu près 25 minutes. Et finalement, on aura une table ronde avec le pays animateur, hein, les pays hôtes, et qui ont initié, ben, les, voilà, avec la Libye, hein, qui est le pays qui a mené donc, l'enquête. Et ensuite, on aura les questions-réponses, hein. Alors, si vous avez des questions, mettez-les surtout sur le box de questions-réponses, hein. Ça sera plus facile de se retrouver. Et bien sûr, la traduction est disponible en plusieurs langues. Prochaine diapo. Alors, voilà. Bon, voilà, ça c'est le guide, hein, opérationnel, hein. Voilà à quoi ça a l'air, hein, à quoi ça ressemble. Alors, alors, en parlant des objectifs, premièrement, l'objectif premier, hein, de ces guides opérationnels, c'est d'aider et collaborer de manière utile, hein. Euh, Vous savez, on a à peu près 14 ou 15 millions d'enfants zéro dose et ça va en augmentation. Et on a à peu près 20 millions sous-vaccinés, hein.
Donc, on voit les opportunités qui devant nous pour réduire le nombre d'enfants zéro dose dans certaines régions, avec un objectif assez ambitieux d'une réduction de 50% d'ici 2030. Alors, on veut aussi fournir une approche intégrée pour des applications de haut impact. Alors, les enfants zéro dose représentent voilà, des manques qui sont assez multiples. Hein, des, on a, on a des choses qui se chevauchent hein, de manière significative en ce qui concerne les privations, l'accès à l'eau, assainissement, hygiène. Donc, il y a un manque d'accès à la nutrition et on pense que ce guide opérationnel va donc nous donner une approche assez complète pour avoir des interventions mieux coordonnées. Alors, alors pour l'apporter, donc, l'idée, c'est donc de renforcer les collaborations euh, sectorielles et voir aussi les, les faiblesses et aussi les écarts hein, dans tous ces secteurs. Alors, grand nombre d'interventions intégrées représente une opportunité et on va avoir donc des actions beaucoup plus coordonnées pour avoir des résultats beaucoup plus transformateurs. Hein. Et troisièmement, le but donc c'est de renforcer les systèmes existants avec les interventions verticales, mais aussi pour pouvoir saisir différents mécanismes de coordination pour la fourniture et pour délivrer donc ces services à différents points et avoir donc des résultats en synergie. Alors, quand on voit les politiques ou les contextes actuels, hein, on a le programme d'immunisation d'ici 2030, hein, avec des documents, des guides d'immunisation, des vaccinations pour les décennies. Et on a aussi une révision de mi-période hein, pour voir ce qu'on a fait depuis 5 ans. Donc, l'objectif, c'est de réduire, bien sûr, le nombre d'enfants zéro dose d'ici 2030, mais aussi, on a des documents institutionnels, individuels, hein, avec différentes parties prenantes comme l'OPS, UNICEF, Gavi, et, et donc, euh, et donc, on a pour voir si nos lignes directives s'alignent avec cette programmation 2030. Alors, ça inclut bien sûr les ODD et cette stratégie globale hein, et travaille bien sûr avec les groupes de santé, les interventions 2026-2030. Et voilà, ça nous aide à voir les contextes politiques hein, et des lignes directives dans différents secteurs de politiques et aussi des documents stratégiques. Alors, quelle était la méthodologie utilisée pour ceci? Alors, la méthodologie, c'était assez robuste. Hein. C'était une consultation, il y avait beaucoup d'interactions, des discussions, des débats, des débats, pardon, pour arriver à un compromis. Et voilà, l'idée, c'est donc de voir les enregistrements existants, les données disponibles, les programmes du gouvernement et les notes politiques aussi, hein, pour pouvoir prendre profit donc des interventions et multisectorielles dans le secteur zéro dose. Hein. Ensuite, on a eu beaucoup de consultations avec beaucoup de parties prenantes pour donc tirer profit des différentes plateformes et différents liens avec d'autres partenaires comme Gavi, comme l'OPS, CDC et aussi les organisations non gouvernementales. Hein. L'idée, c'est donc de tirer profit de ces différents points de vue, agences et ressources disponibles. Hein. On a aussi organisé une enquête hein,
pour avoir des résultats secondaires et des analyses, hein, et comprendre exactement ce que les parties prenantes dont ils ont besoin, hein. Et pour pouvoir donc modeler, façonner ces documents, voir les priorités et les niveaux de changement nécessaires décrits par les parties prenantes et les partenaires. Prochaine diapo. Alors, qui sont quel est le public ciblé ici? Alors, il s'agit bien sûr de ces publics primaires, hein, et les, et les parties prenantes en matière d'immunisation au niveau national, euh, les parties prenantes, les secteurs d'intervention. Par exemple, dans certains pays, on verra, voilà, un mélange entre en matière de wash et de nutrition, et des nutriments et de nutrition. Donc, ces parties prenantes sont considérées essentielles au niveau national et ça dépendra aussi du leadership du gouvernement, hein, et les ministres de la Santé, de planification, des finances, d'éducation. Et aussi, ça dépendra des organismes subnationaux, non gouvernementaux gouvernementaux et la société civile, hein. Alors, quelques principes directeurs pour ces documents. Premièrement, comme je dis, c'est basé sur des analyses secondaires et des enquêtes, hein. Donc, on comprend bien sûr que le leadership, on a besoin que le leadership adopte donc une posture au niveau national, euh, au niveau des gouvernements, en coordination avec d'autres entités, parce qu'on se rend compte que le leadership est important. La collaboration est importante aussi, donc c'est le deuxième point, de travailler ensemble pour aborder des problèmes intersectoriels et des barrières externes, hein. De cette manière, on pourra donc, bien sûr, saisir ces avantages comparatifs et c'est essentiel, hein. Donc, ce sont des principes clés pour adopter les documents et ça va bien sûr motiver et ça va bien sûr améliorer ce programme zéro dose et cet agenda zéro dose, donner la priorité aux plus vulnérables et éviter les privations. Alors, en ce qui concerne les silos, et les programmations en silos, euh, on dit bien sûr que ça doit être centré sur les personnes. C'est centré aussi sur donc la participation est clé. On pense aussi à ces guides opérationnels pour assurer l'engagement communautaire et des parties prenantes et sans oublier bien sûr le renforcement des systèmes qui est nécessaire et pouvoir la résilience du système et s'assurer qu'on n'est pas, on n'est pas en train voilà, de duplier les efforts, hein. Voilà, alors, Désirée va prendre la parole maintenant. Elle va nous parler un petit peu de certains des détails du guide, hein. Merci, Ibrahim. Voilà, on voudrait souligner aussi, voilà, on voudrait parler des caractéristiques de ces guides, hein. Et on a un diagramme et on a une représentation conceptuelle du guide qui suit un cycle de programme assez typique, hein, avec des phases, avec la pré-planification, la conception et la mise en œuvre et les suivis, hein. Alors, ce qui a été essentiel pour assurer le développement de ces guides, c'était de voir les programmes existants et les cycles et les systèmes, hein, plutôt que de créer un document individuel. C'est centré sur des mécanismes basés sur l'évidence et des processus. Donc, pour promouvoir et encourager donc ce guide, hein, on a vu les contributions nécessaires pour son développement, et basées sur l'évidence toujours. Et, et, et bien sûr,
ça se concentre sur l'évidence actuelle et ça favorise la collaboration. Et il y a, bien sûr, on souligne bien sûr les étapes premières hein, de planification et coordination, là où la partie plus importante de ces guides a été développée et là où on a approfondi les choses pour pouvoir avoir une collaboration réussie. Et donc, c'était dans les premières, la partie première, hein, fondationnelle. Hein. Ensuite, on a renforcé une conception, on a adapté, on s'est adapté, on fait de suivi, on a appris de secteurs qui sont déjà engagés. On a aussi regardé des nouvelles initiatives et la conceptualisation est aussi très importante pour voir les applications pratiques dans différents contextes. Hein. Voilà, voilà, on voit donc les quatre phases, hein, les quatre étapes hein, et les différents pas qui doivent être pris pour la transformation multisectorielle hein, et la programmation. Et comme Ibrahim vient de mentionner, les outils et les guides, hein, donc bon, promouvoir des groupes multisectoriels qui travaillent ensemble pour donc réduire la situation et améliorer la situation des enfants zéro dose. Et là où il y a des privations, bien sûr, et quand on voit des écarts, on doit voir les approches traditionnelles, actuelles, et promouvoir l'innovation et la pensée créative hein, à l'avenir. Hein. Alors, ensuite, pour vous donner un peu plus de détails, étape numéro 1, et voilà, est axée sur les pas des pré-planifications, la conceptualisation, les outils hein, et l'accès, l'évaluation de la faisabilité, les parties prenantes, la mobilisation des parties prenantes et le développement d'une vision partagée. Hein. L'étape numéro 2, axée donc sur une approche intégrée et révision, on a vu la coordination multisectorielle et le contexte. Voilà, vous allez voir comment ça, on l'a fait. Hein. Alors, à cette étape 2, on a identifié les enfants sous-vaccinés ou zéro dose hein, dans les communautés qu'on a ratées. Hein. Et l'étape numéro 3, la contextualisation, on a donné priorité au contexte, hein, surtout en ce qui concerne les contextes urbains et aussi ce sont des voisinages informels aussi, hein, des endroits, des populations informelles. On a vu les processus multisectoriels et les contextes fragiles, humanitaires et à conflit. Alors, Fosier, ta caméra est allumée, hein, seulement pour que tu saches. Hein. Voilà. Ensuite, on a vu l'étape numéro 4 avec des programmes de conception intégrée autour de la mobilisation d'équipes de planification, l'engagement avec la communauté, les gouvernements, les parties prenantes, et ensemble pour développer donc les programmes et concevoir le programme et voir les annexes, les outils et aussi fournir des références hein, particulières pour ces étapes hein, du processus. Là, vous voyez les plans d'action qui ont été menés de manière multisectorielle, les analyses, les programmes intégrés et la conception. Dans l'étape numéro 3, on a résumé l'action, hein, les actions de mise en œuvre hein, pour avoir des liens multisectoriels. On a renforcé les plaidoyers dans toutes les étapes hein, de la programmation. Et dans l'étape numéro 4, on a développé le guide, on a eu un suivi intégré et bien sûr, alors on a eu des diagrammes et bien sûr, édition des comptes.
Alors, il y a la théorie des changements multisectoriels en matière de zéro dose, qui est adaptée au contexte et intégrée au contexte et aux logiques pour mesurer l'efficacité et la coordination. Et ensuite, on a fourni des chiffres, des indicateurs pour donc réviser, considérer le travail et le contexte de suivi, hein, le cadre de suivi, hein. Alors, on a des thèmes qui sont assez révolutionnaires et on s'est concentré sur plusieurs secteurs. L'idée, c'était donc de renforcer les systèmes et améliorer la résilience aussi, hein, de ces systèmes, hein, de manière transversale, hein. Alors, la structure les structures du guide, hein, incluent bien sûr des conseils pour son application pratique, hein, ou la mise en œuvre pratique. On a des études de cas avec des représentations des différents pays et régions, hein, du monde. Et on a des annexes avec plusieurs ressources importantes pour chaque étape, hein, et chaque phase, hein, du cycle de programme, hein. Nous avons aussi, au moment où on a publié donc ces guides, il y a quelques mois, on a un groupe donc d'études de cas, hein, pour voilà des liens pour s'occuper donc de ces enfants 0-2. Donc vous verrez beaucoup d'études de cas avec un recueil, un répertoire de cas, hein. Et dans ces répertoires d'études des cas, vous allez voir on a essayé d'approfondir les choses et voir les mécanismes et les systèmes qui ont été utilisés pour aborder la situation des parties prenantes au niveau multisectoriel. Et on a vu bien sûr les différents contextes, hein, régionaux. Où vous allez voir un code QR code, hein, et pour pouvoir voir les ressources actuelles, hein. Et c'est quelque chose que Technec, que pouvez voir dans les sites Technec, hein. Là, on pourrait alors, donc, rentrer dans la première discussion de panel, table ronde. On va donc souligner l'étude des cas de la Philippine, voilà, qui atteint bien sûr every port, alors pour les communautés appauvries. Et voilà, et les liens avec les secteurs publics et la politique sociale. Aujourd'hui, on aura Madame Docteur Carla Interosso. Elle travaille dans le bureau pays d'UNICEF aux Philippines. Elle a beaucoup d'expérience en matière de santé maternelle et santé enfantine. Donc, elle est responsable donc des programmes d'immunisation, des vaccinations. Et Dr. Edward Jane Montagna, qui travaille à la République des Philippines dans le ministère de Santé, qui a pris bien sûr des rôles de leadership au niveau régional avec les programmes nationaux donc, de vaccination. Elles vont nous parler donc de, de la coalition des vaccinations régionales, qui est une coalition de vaccination multisectorielle. Donc, on sera ravis de pouvoir parler avec les deux et voir ces... Voilà, on va partager donc une vidéo de l'étude des cas des Philippines, hein. Et là, vous pourrez bien sûr en connaître plus, hein, sur leur travail. Alors, bonjour à tous, hein. Je suis docteur Madonna Agnebiesa des Philippines. Oups, ça s'est arrêté. Voilà, on n'a pas de son.
Alors voilà, on a perdu le son, hein, Désiré. Désiré, on a perdu le son. Voilà, on attend. Pardon, on a perdu le son. On va recommencer. On va relancer. Voilà, bonjour, je m'appelle Madonna Agnabiesa des Philippines et j'ai l'honneur de partager avec vous une étude de cas sur le renforcement des liens multisectoriels pour atteindre les enfants zéro dose, en mettant l'accent sur des efforts de programmation intégrée hein, par les biais de la stratégie POROC. Alors, mais avant de plonger dedans, on va voir un aperçu des Philippines. Les Philippines sont un archipel de l'Asie du Sud-Est comprenant 7000 îles, classé comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure par la Banque mondiale, caractérisé par des inégalités persistantes en matière de santé et de services sociaux, particuliers dans les zones urbaines pauvres. Le pays fonctionne sous un système de gouvernement décentralisé, gouvernement local, qui jouissent d'une autonomie significative en matière des programmes. Le pays est divisé en régions, provinces, villes et municipalités, et les barangays constituent la plus petite division administrative, hein. Selon les Nations Unies, de, les Philippines ont une population d'environ 118 millions d'habitants, dont une grande partie vit dans les zones urbaines. Voilà. Les zones urbaines, en particulier la région métropolitaine de Manille, abritent de vastes établissements informels euh, avec des problèmes d'immunisation et vaccination, bien sûr, hein. La stratégie à atteindre chaque a été introduit en 2016 en réponse directe aux efforts des vaccinations fragmentées et à la faible morbidité des collectivités locales, hein. Il vise à réduire les inégalités en matière de santé et améliorer l'accès à la vaccination et en améliorant la prestation des soins de santé primaire, euh, surtout dans les communautés urbaines pauvres, densément peuplées, hein, des Manilles, hein. Parmi les obstacles à l'adoption, on peut mentionner la méconnaissance des services en raison de la grande mobilité de la population. Donc, aussi secondaire par rapport à la prévalence du travail opportuniste, hein. Il s'agit donc également des coûts des transports élevés, manque de connaissances, ainsi que des obstacles liés au genre, hein. Bien que les obstacles du système de santé comprennent une mauvaise connaissance de la planification et la budgétisation des LGU, le faible ratio des travailleurs de la santé par rapport à la population, ainsi que les heures limitées offertes en clinique, se posent un problème, hein. Donc, la stratégie a réuni un large éventail de parties prenantes, hein, et distingue cette approche, c'était sa collaboration multisectorielle, réunissant les ministères de la Santé, les bureaux de la santé des villes, les unités gouvernementales locales, le ministère de la Protection sociale, du Développement, ministère de l'Intérieur, des groupes militaires, religieux, organisations civiques, hein. Donc, l'engagement des établissements de santé publics et privés a permis de créer un réseau de soutien complet. Cette, euh, cette probabilité collective a été cruciale, hein. Et ces stratégies comprennent donc la micro-planification au niveau communautaire et des barangays, un atelier de renforcement des capacités. Alors, nous avons aligné aussi nos efforts de vaccination sur l'inscription à l'éducation, en renforçant les exigences de vaccination par le biais des politiques d'inscription dans les écoles, ainsi que tirant profit donc des programmes, des transferts monétaires pour accroître l'adhésion des bénéficiaires, hein, à retenir et à rattraper les séances de vaccination. Les résultats des efforts de 2016 à 2018 ont conduit à une augmentation de 20% euh, des enfants entièrement vaccinés à Tanguy City et 18% à Manille. Les taux d'abandon scolaire ont également diminué, passant de 41 à 13% à Manille et de 42 à 5% à Tanguy. Le plus tôt important encore, c'est
pour être en mesure de maintenir ces premiers gains de 2016 et 2018, la gouvernance et la responsabilisation des dirigeants locaux ont été renforcées, ainsi que un suivi à la surveillance des résultats. Malgré les revers causés par les épidémies de rougeole et poliomyélite, ainsi que par la pandémie de COVID-19, nous avons réussi à faire passer la couverture DTC de 78% à 57% au cours des 2 premières années de la pandémie de COVID-19, hein. Et donc, ça prouve donc la valeur d'une approche coordonnée et localisée dans les zones à fort besoin, malgré les préoccupations et les obstacles crassants du côté de l'offre et de la demande. Alors, cependant, le projet a également été confronté à des multiples défis, hein, et hésitation à se faire vacciner en raison de d'une controverse, des menaces pour la sécurité dans les établissements informels et des pressions sur les ressources causées par les priorités informatiques, hein. On l'a vu, des grandes épidémies de rougeole et de poliomyélite en 2019 et la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a conduit à la fin prématurée du projet pilote. De plus, on a des préoccupations en matière de confidentialité des données et des efforts, hein. Malgré cela, l'engagement communautaire reste fort. Ainsi, nous visons à réduire les inégalités dans les prestations de services de santé, y compris, surtout pour les enfants zéro dose, hein, fortement urbanisés. Et c'est important de localiser donc les stratégies REP et impliquer les leaders influenceurs, hein, faire de l'analyse de la situation, planifier, cartographier et l'engagement des parties prenantes, hein. Il faut tirer profit aussi et partie des structures communautaires existantes. Et donc, en utilisant la collaboration multisectorielle, nous avons pu accroître la portée de notre impact au-delà des systèmes de santé traditionnels, hein. L'engagement politique, un leadership fort, la gouvernance et la responsabilisation, ainsi que la participation multisectorielle ont fait partie, sont des catalyseurs, hein, de la stratégie REP. La participation des bureaux, du budget, éducation, bien-être social, dirigeants de gouvernement. Et tout ça est nécessaire pour améliorer la responsabilisation, tandis que les liens coordonnés entre les niveaux nationaux et communautaires ont assuré la durabilité. Alors, merci. Ça nous a aidé ça illustre bien sûr comment on a coordonné la partie locale et multisectorielle. Merci de votre écoute, hein, et de votre temps. Je me réjouis donc des questions, hein, et de faire des éclaircissements. Là, excusez-moi, c'était un peu vite. Merci. Voilà, ça venait de notre collègue, Madonna Anabiez, hein, UNICEF Philippines, hein. Voilà, maintenant je voudrais inviter Carla et Jane à me rejoindre parce qu'on a une table ronde de discussion, un panel, hein. J'espère que tout le monde voilà, qu'elles sont là, toutes les deux. Voilà, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Voilà, Jaina est là avec nous aussi, hein. Carla, voilà, on commence et je voudrais penser là à la présentation. Je vais revenir sur la présentation qu'on vient de voir, ce qui a été fait en 2016. Donc, ça a tout commencé en 2016 et c'est un programme à succès, hein, réussi. Ça finit après 2 ans, hein, dû à différents facteurs. Mais alors, dites-nous comment les Philippines et UNICEF et le bureau UNICEF ont appuyé ces initiatives multisectorielles et comment le REP urbain, hein, le programme, hein, a été mené de manière multisectorielle dans les Philippines. Alors, merci de cette opportunité, Désiré et tous les collègues, hein. Alors, l'expérience REP, c'était pour atteindre toutes les communautés avec tous les produits
Ça a été mentionné dans la vidéo. Ça faisait partie ça a été mené au niveau des villes, hein, avec la collaboration du ministère de la Santé et les gouvernements locaux. Alors, avec la mise en œuvre du programme pilote, il fallait une évaluation. Donc, on a partagé ça avec le ministère de la Santé. Avec cette expérience, on a appris voir comment on pouvait appuyer d'autres gouvernements locaux, hein. Et par la suite, il y a eu la mise en œuvre initiale dans deux villes de Manila. Et maintenant, on a, on envisage une coalition multisectorielle au niveau national. Donc, voilà, c'est un produit, hein, de ça. Et là, on regarde et on voit si on peut envisager ça au niveau national avec différents parties prenantes qui sera mené par une association des parties prenantes organisées, une coalition, hein. Et donc, ça fait partie de la vision et ça, c'est un des résultats donc de cette expérience. Voilà. Ça, c'est une des ramifications, hein. Donc, on a appuyé les sommets nationaux des vaccinations et avec différentes parties prenantes, organisations gouvernementales, des universitaires, des agences professionnelles, l'association des différents des infirmières, des associations des sages-femmes aussi, hein, qui ensemble ont le but de créer cette coalition, hein. Donc, ça s'est fait en 2023 et 2024. On a organisé des réunions séparées pour développer les différents engagements. Et après ça, au niveau subnational, on a essayé aussi d'appuyer, hein, parce que vous savez, on a des régions subnationales. Donc, au niveau national, on travaillait avec les ministères de la Santé et là, avec un sommet des vaccinations régionales, hein, en tête et pour développer une coalition, hein. Alors, pour avancer la mise en œuvre, on travaillait avec Jane Montagna, docteur Jane Montana, qui est là. Alors, la région 12, hein, parce qu'il y a 17 régions dans la Philippine et dans ces 12 régions, hein, on essaie de travailler avec la coalition dans la région 5, dans la région 4B. Et il y a un mouvement de différentes parties prenantes, hein, en matière de vaccination qui ont commencé à avoir la mise en œuvre de ces pilotes, hein. Deux villes de Métro Manille, hein, le centre de Manille, hein. Et donc, on essaye vraiment d'attendre de mettre la mise en œuvre avec tous les produits, hein. Merci, Carla. Alors, je voudrais maintenant voilà, interpeller bon, Jane. Je sais que vous avez travaillé sur la coordination, vous avez organisé et vous avez travaillé avec plus de 15 agences gouvernementales. Et vous avez travaillé avec la société civile, la coalition, et aussi des sociétés religieuses et de santé pour des partenariats. Alors, je voudrais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la, la coalition régionale pour l'immunisation, hein, la vaccination, en tant qu'initiative, et les secteurs et les intervenants qui ont été impliqués, hein? Bonjour, j'entends mal, excusez-moi. Voilà, je voudrais remercier, vous remercier pour cette invitation. C'est un honneur, hein, de faire partie de cet événement et de pouvoir partager notre expérience, hein, en matière de software, voilà, et de cette étude multisectorielle, hein, en matière d'immunisation et de vaccination. Alors, ça a été créé en réponse voilà, des législations, des lois persistantes et voilà, l'apparition de ces maladies qui peuvent être prévenues par des vaccins. So, pour résoudre le problème et ces défis en matière de vaccination, on a pensé à une plateforme unifiée
et le travail, pour travailler ensemble hein, avec divers secteurs hein, et aligner nos efforts hein, et d'une manière innovante, faire du développement partagé, des stratégies durables euh, avec une adhésion multisectorielle hein, des différents secteurs au niveau du gouvernement national, avec plus de 15 agences, y compris le ministère de la Santé, de l'Éducation, les travailleurs sociaux, les gouvernements locaux. Excuse-moi, j'entends mal. Hein. Voilà, le ministère de l'Intérieur, les gouvernements locaux, les académiciens, l'université, la commission d'éducation et les compétences techniques de certains travailleurs et aussi les groupes de réfugiés. On a travaillé avec les gouvernements locaux pour travailler avec les services d'immunisation, des sociétés juridiques, des groupes de plaidoyer, des associations professionnelles, hein, Family Planning Organization aussi, organisation de planification familière. Euh, on a développé des programmes avec des partenaires et avec nouvelles personnels, des professions et des sociétés professionnelles, des pédiatries, de médicales aussi, avec l'expertise technique il y a eu beaucoup d'influence, des institutions académiques, d'un- est très essentiel pour le développement de la force de travail, hein, des ouvriers et des travailleurs. On a travaillé avec des travailleurs de la santé et dans la prestation de services et dans la génération de la demande, les secteurs privés, les médias locaux et des négoces, des sociétés locales. Hein. On a travaillé sur la logistique, la planification, la mobilité et ces groupes communautaires, les leaders en matière d'informatique, les groupes autochtones aussi, hein, pour pouvoir avoir plus de confiance et promouvoir un peu la confiance au niveau communautaire. Hein. On a travaillé avec un groupe de travail technique hein, chargé de travailler avec un guide basé sur l'évidence et faire du suivi. Et on a travaillé sur la prestation des services, la délivrance hein, des services et un mémorandum d'entente aussi qui a été signé, un accord qui a été signé au mois d'avril dernier. Et donc, c'est la première coalition ou intersection de cette coalition dans le terrain. Merci, Jane. Je pense que c'est une liste impressionnante des réussites et des lignes, des parties prenantes. Hein. Est-ce que vous nous parlez d'un défi que vous avez confronté dans ce processus de travailler avec, bon, de manière multisectorielle, hein, avec tellement de parties prenantes et comment vous avez pu surmonter donc ces défis? Bon, je pense que, en fait, un des défis posés, c'était pendant la création de cette semaine, hein, en travaillant avec une diversité de parties prenantes, parce que ils sont pas tous du secteur santé, hein. Donc, ils ont leur propre agence, partenaire, priorité et mandat. Et donc, au niveau d'engagement, citons, hein, euh, les attentes, bien sûr, il faut voir la vision partagée dans plusieurs secteurs, les documents requis ou exigés, et bien sûr l'appui continu. Et parfois, il y a des rôles qui sont pas clairs,
surtout quand il ne vient pas du secteur santé, hein. Donc, le travail avec le ministère de la Santé et les employés eux-mêmes hein, de santé, avec leurs différents mandats. Il y a des contraintes institutionnelles. Et on a rencontré des problèmes logistiques dans la coordination des activités aussi et au niveau du gouvernement lui-même. Alors, avec tous ces systèmes, on a eu des problèmes pour sécuriser et pour assurer ces soutiens politiques hein, et les financements. Et bien sûr, c'est toujours un problème, hein, mais on est vraiment content de travailler avec des collaborateurs qui nous donnent de l'assistance technique et voilà, qui renforcent nos capacités. Merci, Jane. Carla, je voudrais seulement revenir vers toi pour dans l'étude des cas des Philippines, vous avez donné l'exemple d'une coalition hein, qui est assez ambitieuse, hein, la coalition avec des buts, des objectifs assez ambitieux hein, avec les différentes parties prenantes. Hein. Et parfois, on le voit dans les contextes urbains et les parties prenantes non traditionnelles vous avez travaillé avec eux auparavant et je voudrais vous demander euh, comment vous voyez la collaboration multisectorielle et comment ça améliore les résultats pour les enfants et quels défis avez-vous confronté, hein? Alors, on a travaillé principalement sur le fait que la santé ne doit pas être vraiment la responsabilité seule du secteur santé et pas seulement les ministères de la Santé. Donc, la collaboration multisectorielle est importante. On part donc de il faut créer, faut rendre les gens conscients, hein. Et ça peut aller au-delà des immunisations. Donc, on part sur ce principe hein, de travailler avec d'autres hein, parce que les enfants confrontent des privations multiples. Hein. Il faut donc avoir cette conscience. Hein. Il faut élever la conscience des personnes, créer des engagements avec euh, différents parties prenantes. Ça peut être des organisations de jeunes, ça peut être des organisations universitaires. Ça leur donne un rôle à jouer et ils peuvent faire des apports, des contributions pour améliorer tous les résultats de vaccination. Et grâce à cet engagement, on partage des ressources, ça contribue aussi à, à mettre en œuvre de manière beaucoup plus efficace les programmes de vaccination. Et au-delà de ça, ça peut aider à améliorer les résultats en matière de vaccination. Alors, donc, ces collaborations, ces coalitions avec différents parties prenantes, c'est comme un mouvement hein, qui va au-delà de la santé. Et dans les Philippines, on, on a, on a une liste différente, assez robuste, hein, la liste des parties prenantes avec les secteurs privés, les gouvernements, les agences gouvernementales. Donc, on a cette chance hein, de pouvoir tirer profit de ces ressources, de ces engagements et contribuer à ces résultats et partager la responsabilité. Hein. En ce qui concerne les défis, les challenges au niveau des... Je, Alors, je pense pas à je vois pas beaucoup, mais oui, mais il y a des défis quand même. Mais Jane parlait plutôt, je pense que Jane pensait à des engagements et l'adoption hein, de ces programmes par les parties prenantes hein, au niveau national. Euh, alors, qui mène la coalition? Voilà, de manière initiale, premièrement, c'était le département le ministre de la Santé. Hein. Le ministère de la Santé menait la coalition mais, mais c'est une coalition qui peut être menée par quelqu'un du secteur privé, par les universités, qui peuvent organiser eux-mêmes hein, pour faire leurs propres accords, des, des officiers ou des responsables qui peuvent voir comment ils peuvent améliorer et appuyer les vaccinations au niveau national. Je pense que c'est tout. Merci, Carla.
Merci Jane de nous avoir rejoints. Alors, on va passer, on va, voilà, on va rendre la parole à Ibrahim qui va nous parler de la prochaine phase de cette séance. Merci Désiré, merci à tous les collègues. C'était une très bonne table ronde. Alors, on va décrire le lancement de la Libye. Dr Salim, qui est le responsable PEV national, hein, Dr Fozia, qui s'occupe des médecines familiales euh, et soins de santé primaire, Dr Toffin, qui est dans le Bureau de coopération internationale, Social Solidarity Fund, et leur collègue, Dr Allah, qui est spécialiste en matière de santé. Et, alors, Dr Salim, on va commencer avec vous. Depuis quelques semaines, vous travaillez à développer le premier euh, plan multisectoriel national de la Libye en matière de zéro dose. C'est, avec ces guides, est-ce que vous pouvez décrire votre expérience et comment on peut, bien sûr, aborder les besoins des enfants sous-vaccinés? Merci, Dr. Rain. Alors, premièrement, je voudrais euh, dire que, voilà, que la Libye, on est fier d'être le premier pays à mettre en œuvre cette guide opérationnelle, hein, qui est très valable, transformateur. Alors, on a eu des ateliers au mois d'avril, avril dernier, on a eu une collaboration avec la Libye. C'est secteur multisectoriel et cet atelier multisectoriel inclut les instituts de santé, les ministères de la santé et des affaires sociaux. Et on a rédigé on arrivait à avoir un comité, hein, multisectoriel pour atteindre ces enfants en zéro dose. On est d'accord pour avoir différentes règles, hein, et une cartographie spécifique, hein, pour ces enfants, parce que l'Institut des soins de santé primaire, hein, nous a aidé à identifier les écarts, hein, dans la prestation des services, hein, et les ministères de l'Éducation aussi qui nous a fourni, bien sûr, les inscriptions scolaires, cartographier les écoles et les enfants qui rataient, bon, qui avaient besoin de vaccination, hein. Les services sociaux aussi, hein, nous a donné des informations au niveau de la communauté. Et avec ces secteurs, voilà, on a décidé d'inclure d'autres secteurs comme les ministères de la gouvernance locale, hein, pour nous aider avec ces enfants qui sont plus vulnérables, hein, dans les communautés plus vulnérables et aussi pour ceux qui sont mal desservis ou les communautés mal desservies et les migrants aussi, hein, et qui ont besoin des services de santé de base, hein. Merci, docteur Saline. Alors, je voulais seulement, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement sur les vulnérabilités que vous voyez pour les enfants zéro dose ou les privations que vous avez vues dans votre travail et que vous avez pu identifier? Alors, pour être honnête, je trouve que ceux qui ont manqué ou qui ont raté leur vaccination ont aussi raté d'autres opportunités au niveau des services de santé, hein, et avec d'autres services comme nutrition. Et pour cartographier ces enfants, c'est un peu difficile, hein, comme service de vaccination, à part des services de santé, on pourrait pas, on aurait du mal à identifier ceux qui n'ont pas été atteints, hein, par les vaccins, hein, les statuts de vaccination de chacun. Mais avec les services de santé des services sociaux et les ministères de l'éducation, je crois qu'on peut arriver, hein, à avoir des chiffres, hein, et surtout les statuts de vaccination, hein. Alors, la Libye a atteint 91% de couverture pour le DVT
et on a eu des ruptures de stock, hein, des vaccins. Et pendant 4 semaines, on a eu une rupture de stock. Et pendant les 2 années de la COVID-19 aussi, hein, on a eu du mal. Et là, les familles, là, n'ont pas pu attendre, bien sûr, arriver au établissement de santé, hein. Et avec la rupture de stock, ça n'a pas aidé. Mais, donc, ça a augmenté les nombres des enfants zéro dose, y compris les migrants, hein. Merci, docteur Salim, hein. J'espère que, voilà, j'aime bien voir que les objectifs ont été atteints, hein, et que, voilà, docteur Fozia, qui est, pardon, qui s'occupe des santé familiales, hein, docteur Fozia, étant donné que c'est une approche, c'est comme un doctorat, hein, comment pensez-vous que la collaboration formelle et l'atelier vont appuyer et soutenir les priorités en matière de santé primaire? Merci de votre question. Je vais répondre en arabe, hein, et on va passer donc. Pardon. Alors, on pense au EBI national, hein. Il y a des ressources disponibles. On a 3 points, 3 étapes qui sont très importants. Alors, l'accès et atteindre les enfants zéro dose dans les services sociaux et pour améliorer leur situation, parce que on a bien sûr d'autres services qui sont touchés. Donc, ça va nous donner une opportunité de donner des services coordonnés. Ensuite, voilà, il faut voilà, réduire le nombre d'enfants en zéro dose et assurer les personnes pour qu'ils aient beaucoup plus de confiance, hein. Après la COVID-19, il y avait des rumeurs que les vaccins étaient nuisibles, hein, à la santé, hein. Donc, il y avait ça, c'était des rumeurs, hein. Et donc, il faut rassurer les personnes. Donc, il faut rendre la confiance aux personnes, hein. Il faut rassurer les personnes. C'est une des défis des résidences. Et dernièrement, et finalement, la durabilité est importante, hein. Il faut adopter des approches flexibles, surtout dans la chaîne d'approvisionnement. Et pour atteindre ces enfants zéro dose, ces 3 points sont très importants, hein, et c'est notre priorité. Et donc, et c'est notre approche. Et j'espère que c'est ça, j'espère que j'ai répondu à la question. Ça nous donne l'opportunité de renforcer nos capacités et reconstruire les choses et donner beaucoup plus d'accès aux régions et aussi atteindre les enfants qui sont migrants et au niveau national, parce qu'il y en a beaucoup, ceux qui peinent à arriver au service de santé, hein. Voilà, c'est bien de voir comment vous avez fait pour consolider les systèmes, hein, et renforcer les capacités, identifier les enfants zéro dose. Alors, docteur Rafik, qui vient de le Bureau des coopérations internationales, il y a beaucoup de points importants qui ont été soulevés. Et
les différents aspects hein, et les perspectives sur les enfants 0-12. Alors, pensez-vous que, par exemple, que cet atelier ou cette guide opérationnelle va aider à avancer les choses, faire avancer les choses avec notre programmation et notre agenda? Est-ce que je ne vous ai pas entendu, hein? Est-ce que je pouvez répéter la question, hein? Alors, alors, basé sur les commentaires qui ont été faits par vos collègues, qu'est-ce que vous pouvez dire brièvement en termes des besoins des enfants qui doivent avoir accès à ces services, y compris voilà, le service de vaccination? Alors, merci, Dr. Brian. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, hein. Je voulais seulement résumer les défis hein, autour des enfants, euh, d'attendre les enfants 0-2. Je voulais souligner 4 points. Alors, le premier volet, c'est les données, parce qu'il y a beaucoup les enfants qui ont des handicaps ne sont pas inscrits, hein. Donc, les données d'handicap ou de déficience, hein, des enfants avec des déficiences ne sont pas pris en compte, hein. Deuxièmement, la barrière physique ou géographique, hein. Il y a des familles qui habitent dans des zones qui sont éloignées, hein, ou mal desservies, hein. Et ensuite, il y a la stigmatisation sociale, hein, les biais sociaux, la stigmatisation, les parents hein, qui cherchent un service et, qui, et les peurs qui sont disséminées. Hein. Il y a beaucoup de fragmentation et ensuite, il y a il y a des personnes et des services qui opèrent en silos et donc il y a des problèmes de suivi et des prestations. Hein. Donc, il faut améliorer la coopération entre les services sociaux et pour pouvoir confronter donc ces défis, il faut beaucoup plus de partage d'informations et intégration avec les services sociaux et d'éducation. Et ensuite, il faut faire une campagne de communautaire conjointe hein, et faire beaucoup plus de visites à la maison. Hein. Ensuite, il faut renforcer les capacités des travailleurs sociaux avec des approches informatiques et avec une communication sensible hein, à tous ceux qui ont des handicaps. Hein. Il faut renforcer les mécanismes de rétroaction entre les services sociaux et, et la santé hein, et l'établissement de santé. Alors, voilà. Maintenant, on passe à un collègue Ala, euh, qui va parler des perspectives partagées sur la Libye. Hein. Quelles sont vos impressions clés hein, quelles sont vos impressions clés en matière de collaboration multisectorielle pour cet agenda 0-12, hein? Alors, merci, Dr. Ibrahim, et merci à tous les collègues. Je pense que je voudrais prendre cette opportunité pour remercier nos collègues en Libye hein, et les leaderships du docteur Selim hein, et du ministère de la Santé et l'appui, bien sûr, les soutiens du Bureau pays UNICEF hein, pour la réussite de ces programmes. Je pense qu'il y a des approches dans cette région qui sont assez prometteurs. Hein, pour pouvoir aller au-delà de la Libye hein, et atteindre d'autres pays de la région. Dans cette région de Mina, on a des enfants qui souffrent de de multiples privations, hein, surtout dernièrement. Hein. Après la complication avec la COVID et des problèmes, des conflits, des zones à conflit, euh, on a des, euh, on a des fondations assez fortes, mais il y a des gens qui souffrent de différents problèmes. Donc, il faut mobiliser différentes ressources et secteurs avec une approche multisectorielle. C'est un gagnant-gagnant, hein, une situation qui peut être positive si on renforce nos capacités et avec un atelier, avec une approche pour appuyer donc ces enfants, minimiser et réduire hein, la situation de ces enfants, et compléter les cycles de vaccination, ça serait important, mais il faut aller au-delà. Hein. Pour avoir beaucoup plus de résultats et pour bénéficier les enfants,
Je pense que c'est essentiel et pour avoir une situation gagnant-gagnant, d'avoir différents secteurs travaillant ensemble, hein, avec des objectifs et des différentes attentes, hein. Mais pour que ça soit réussi, il faut que tout le monde puisse contribuer à la plateforme, le- que ce soit pas seulement en matière de vaccination, mais aussi que le système santé soit impliqué, les plateformes, euh, et que tous les secteurs et cette attente et ce besoin de vouloir participer. Et une observation, une remarque qui est importante, c'est l'idée de cartographier les parties prenantes au niveau et les partenaires multisectoriels pour pouvoir collaborer. Donc, cette cartographie est importante pour la mise en œuvre des processus et pour que bon, les gens puissent s'engager, hein, correctement et appuyer, soutenir l'approche, hein. Merci, docteur Allah. C'est des points, c'est de très bons points que vous avez soulignés, hein. Et c'est bien de savoir qu'on a une idée de Pakouche, qui est directeur du département des services sociaux, hein, qui est impliqué aussi, hein, avec les services psychologiques. Euh, Nadia, merci de nous rejoindre. Pendant l'atelier, quelques priorités d'immunisation ou de vaccination qui ont été identifiées, pardon. Euh, Par exemple, on a eu la, la prise de conscience conjointe et on a pu adresser les problèmes des vaccinations ou l'incitation à se vacciner. Alors, comment pensez-vous que ces programmes de PEV et d'éducation et ces activités coordonnées peuvent nous bénéficier aux populations? Nadia, est-ce que vous êtes en ligne, Nadia? Peut-être qu'elle a des problèmes techniques, hein? Alors, docteur Salim, je vois votre main. Je voulais seulement faire une intervention. Allez-y, docteur Salim. Merci. Je voudrais dire que docteur Nadia, elle a du mal avec voilà, l'Internet, hein, aujourd'hui. Elle a du mal. Ça va, pas de problème. Voilà. Ce qu'on doit vraiment obtenir de vous, c'est savoir une vision finale, hein, une conclusion alors pour vos pays. euh, Comment vous allez lancer cette guide opérationnelle, hein? Voilà. Est-ce que vous pouvez répéter? Alors, dans une seule phrase, quel conseil pouvez-vous donner aux pays qui sont en train de lancer ou voilà, d'introduire cette guide opérationnelle? C'est très utile, hein? Et il faut utiliser cette opportunité pour la mettre en œuvre, ça, de manière multisectorielle. Ça serait, ça serait un bénéfice pour les départements de vaccination et l'NCDC, mais on pourrait utiliser ces plans pour intégrer d'autres services, hein, augmenter la collaboration avec d'autres secteurs dans, pendant cette approche, avec cette approche, avec ces comités multisectoriels et avec des parties prenantes diverses. Et je vous recommande d'utiliser cette approche parce que ça va être vraiment positif pour les différents secteurs et les enfants. Et je voudrais aussi remercier UNICEF et à tous les niveaux, hein, et au niveau de la Libye, du bureau pays, au niveau du siège, hein. Et merci d'avoir choisi la Libye pour lancer et mettre en œuvre ce programme, hein. C'est une expérience incroyable pour, pour les enfants zéro dose. Merci, docteur Salim. Je vous remercie, hein. Je vous en prie. Alors, docteur Fosia, est-ce que vous avez des derniers mots? Voilà, voilà, j'ai eu des problèmes de connectivité, excusez-moi, hein. Alors, cette approche multisectorielle est excellente, hein. En Libye, ça a été vraiment utile et j'espère que
on aura d'autres coopérations avec d'autres secteurs. Les représentants de ces secteurs sont optimistes et qu'on aura une coopération pour réduire les écarts, hein, et atteindre beaucoup plus d'enfants zéro dose. Donc, renforcer cette collaboration avec les services de santé et attendre ces enfants et travailler avec ce système parce qu'elles ont des besoins multiples et travailler avec les secteurs privés pour que ça soit une relation réussite, hein. Merci, Dr. Fausia et Dr. Tofi. Vous avez des mots de conclusion? Merci à UNICEF à différents niveaux parce qu'ils nous ont aidés à mettre en œuvre ce programme. Je suis ravie de voir que le programme a été lancé et mis en œuvre en Libye pour la première fois, hein. Et dans le secteur santé, bien sûr, on va appuyer ce programme et on voudrait remercier vous tous. Voilà, bénédiction à vous tous, hein. Merci. Merci. Merci à vous tous d'avoir pris le temps, hein, de passer un petit moment avec nous dans votre calendrier et dans votre emploi de temps. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Alors, on va passer aux questions-réponses. J'ai vu quelques questions, hein, dans le box de Q&A. Quelqu'un a répondu dans le chat. Alors, Désiré, est-ce il y a des questions spécifiques que vous voudrez soulever? Et collègues, voilà, si vous avez, voilà, voilà. Désiré, s'il te plaît. Alors, je voudrais inviter les personnes à poser des questions directement, hein, allumer votre caméra et poser les questions. Je voudrais répondre à la question de Laura Shem. Merci Laura. Elle a remercié tout le monde pour ce matin. Comment ce guide peut s'adapter avec des ressources manquantes dans des zones restreintes. Alors, avec les ressources pour la microplanification, pour les groupes humanitaires. Alors, j'espère que, la, que les présentations avec la Libye a vraiment en partie aidé à répondre à cette question, hein. Et dans un atelier, bien sûr, de mise en œuvre de lancement qu'on a fait il y a quelques semaines avec des parties prenantes. Et évidemment, il y a beaucoup de pays qui sont touchés par les conflits ou des zones à conflit avec des ressources restreintes dans certaines zones, hein. Alors, s'il y a des panélistes qui voudraient faire intervenir, hein, pour répondre à cette question, allez-y, hein. Mais je pense que de mon côté, on a trouvé que le guide et les lancements de ces guides d'orientation étaient efficaces, hein, parce que ça a été conçu pour amener et ramener des personnes de différents secteurs pour qu'ils travaillent ensemble, hein. Au cours d'une journée, on a discuté les obstacles, les barrières, et c'était un processus remarquable, hein, pour s'aligner euh, au- pendant ces jours, hein, pour les jours de l'atelier, hein, et voir les consensus, voir les initiatives qui pouvaient se prendre. Et voilà, c'est bon pour souligner que voilà, on a proposé ces comités formels reconnus par le gouvernement, au niveau du gouvernement, pour pouvoir faire avancer les choses, hein, avec un plan pilote rédigé. Et j'espère que ça a répondu à votre question. Un projet de plan, hein, qu'on a en termes de contextualisation et qui nous a permis d'identifier et faciliter une approche à l'avenir, hein. Alors, je vois une main.
Parvin, je vois ta main. Est-ce que tu voudrais intervenir? Alors, allez-y. Arban, allez-y. Alors, on pense à Godfrey. Voilà. Merci. Merci Ibrahim et Désiré pour un produit assez puissant, hein. Je pense que le timing était parfait, surtout maintenant que qu'on voit des financements décroissants pour ce type de travail, hein. Donc, c'est important de pouvoir faire plus avec moins de ressources. Et c'est important aussi pour les pays, hein, pour qu'ils se renforcent, qu'ils renforcent leur adoption de ces systèmes, parce qu'on voit les écarts, hein, comme euh, en conséquence du Covid, hein, de la Covid, on voit les écarts, les ressources qui manquent. Donc merci, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup, hein, Godfrey, merci. Alors, il y avait des questions sur Mira, qui a une question concernant les indicateurs de monitoring, de suivi. Il y a eu plusieurs sections dans le document qui parlent d'un joint M&E. Euh, c'est des accords, hein. Ça serait intéressant d'entendre un petit peu sur ça. Je pense qu'il y a une question de Raja Al-Ghadi. Elle dit merci à tous nos collègues de la Libye pour cette discussion si intéressante. Je voudrais savoir, connaître les obstacles pour l'intégration de cette approche multisectorielle. Est-ce que c'est un défi d'inviter d'autres secteurs en dehors du secteur santé? Et qu'en est-il des efforts de plaidoyer? Docteur Salim, je ne sais pas si vous voudrez répondre à cette question, docteur Salim. Voilà, oui, pour être honnête, merci pour cette très bonne question. On a eu déjà des canaux ouverts avec d'autres secteurs, hein, voilà, c'était vraiment, c'est une approche assez étroite, hein, parce que avec les projets de vaccination, euh, on avait des vaccinations routinières au niveau des écoles et de la santé. Mais on n'avait pas une relation assez forte, on n'avait pas une approche collaborative, hein, et, et une responsabilité partagée avec les instituts de santé primaire en ce qui concerne les centres nationaux de contrôle des maladies. Mais, mais mais je pense que cet atelier-là nous a, nous a permis de voir que cette approche multisectorielle d'inclure d'autres secteurs au même moment, hein, avec la même cible, hein, et les populations, c'est très efficace, surtout pour les enfants zéro dose, hein. Et comme ça a été illustré, avant, c'était une collaboration qui n'était pas régulière, hein. Mais je pense que c'est assez. Maintenant, on n'aura pas des collaborations intermittentes. Là, on aura des approches multisectorielles beaucoup plus puissantes et bilatérales, avec une collaboration bilatérale. Alors, voilà, félicitations à vous tous, hein, et au docteur Salim, vous avez pu intégrer différents secteurs, hein, et dans cette politique sociale, éducation. Voilà. À ton nom, Helen. Est-ce que vous êtes en sourdine? Allez-y, vous pouvez activer votre micro. Docteur Ibrahim. Voilà, je voudrais seulement ajouter quelque chose. Je suis Victor Sanik, je suis responsable en Libye. Cet atelier a aussi démontré les écarts politiques et la stabilité politique, la fragmentation politique, hein, entre secteurs, entre
des différents côtés de la Libye, hein, le côté est et le côté ouest hein, du pays, parce qu'il y a des problèmes, il y a des sujets politiques hein, et des gouvernances aussi, mais cet atelier a réuni les personnes des différents secteurs, des différentes régions, et- pour atteindre ces enfants zéro dose. Hein. Et sans cette approche, ça aurait été beaucoup plus difficile hein, d'avoir toutes ces personnes dans la même table, hein, réunies. Hein. Voilà, merci, docteur Salim, hein, merci beaucoup pour ces commentaires supplémentaires. Alors, Désiré, est-ce qu'il y a Weldon Rido qui a une question? Weldon Rido a posé la question. Voilà, il a dit, il a remercié pour d'avoir partagé ceci de l'Indonésie. Ah voilà, pour avoir délivré une stratégie robuste et multisectorielle pour toutes les parties prenantes, hein, avec des enquêtes rapides, avec une évaluation de la communauté assez rapide aussi, définir les approches des travailleurs de la santé, le rôle de la stratégie et la collaboration. Hein. Il parlait de cartographier certaines décisions. Alors, dans le guide, on souligne plusieurs manières dont vous pouvez aborder les écarts au niveau des données. Et voilà, je pense que on va passer à des ateliers, des mises en œuvre et intégrer et incorporer l'évaluation communautaire rapide hein, avec cette approche multisectorielle. On est en train de combiner les deux. Hein, donc, je pense que c'est dans le guide, on essaie d'identifier hein, les options et les recommandations pratiques sur ce qu'on doit utiliser pour aborder les écarts, hein, les données. Hein. Donc, merci pour votre commentaire, hein, surtout dans le cycle du programme. Alors, merci à tous. Alors, certaines questions, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais bon, on va partager quand même l'enregistrement de la séance hein, et les matériels qui ont été présentés. Merci de votre participation et votre collaboration. Merci à TechNet, hein, le groupe Alex, hein, Alexandre aussi, hein, pour avoir fait de cette séance quelque chose d'utile. Hein. Merci à la CDC, aux partenaires, aux différents partenaires. Et c'est pour le développement de ces guides opérationnels. Merci. Hein. Voilà, on vous redonne 5 minutes. Hein, donc, on va finir à ce moment. On arrive à la fin donc, de ces webinaires. Merci. Alors, voilà, voilà, si vous pouvez évaluer les webinaires, allez-y quand même en utilisant le lien QR. Hein. Merci.